Je me suis fait diagnostiquer le trouble de l'attention et d'hyperactivité. J'ai besoin que ma journée, elle commence de façon un peu automatique. Comment t'abordes les jours où t'es un peu moins motivé? Je pense que la motivation, en fait, c'est un mythe. Ce qui compte, c'est uniquement de créer des automatismes, parce que plus c'est automatique, plus ça devient facile. Même les plus gros champions, tu les mets dans une pièce avec des gens drogués qui mangent de la merde, qui boivent de l'alcool, qui dorment trop mal et tout. Je mets ma main à parier. Après quelques mois, quelques années, il y a une grosse influence sur leur comportement. J'avais des croyances limitantes dues au fait que je peux avoir des troubles de l'attention, à me dire je vais pas être un bon entrepreneur parce que par moment je suis pas concentré. Et là, mes dépolarisations, elle m'a fait permettre de me rendre compte que j'étais un excellent entrepreneur et ça m'a supprimé cette croyance limitante qu'il fallait absolument être organisé, rationnel pour réussir. Ouais, parce que la technique de Pierre David, du coup, ça te permet de voir les bienfaits à être désorganisé. On peut pas atteindre de grandes ambitions, on peut pas atteindre de grands sommets sans des moments difficiles. Parce que regarder ses concurrents, c'est le meilleur moyen de se perdre. Parce que qu'est-ce qui fait que les gens vont te regarder toi? C'est parce que t'es authentique et t'as ta personnalité. J'ai quand même appris beaucoup à me détacher du regard des autres. Et ça, je vois que ça me permet d'oser plus, tu vois. Eh ben, salut à tous, salut les extraterriens, salut les extraterriennes. J'espère que vous allez super bien aujourd'hui. On se retrouve pour cet épisode un peu particulier, puisque là encore, aujourd'hui, on a inversé les rôles. C'est Maëlys qui est avec moi et qui me pose les questions. Si vous n'avez pas écouté d'ailleurs le premier épisode où je parle un petit peu plus d'extraterriens et Maëlys avait mené l'interview d'une main de maître, et ben allez l'écouter. En plus, vous ferez la connaissance de Maëlys, vous découvrirez un peu qui c'est. Donc voilà, j'ai fait l'intro, mais salut Maëlys, comment ça va? Salut Bart, bah écoute, ça va bien et toi? Ouais, ça va, en pleine forme. Et je sais que là, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Donc, je suis très heureux d'être là. Mais tu m'as enlevé les mots de la bouche pour la présentation, mais je voulais qu'on parle dans cette vidéo de tes conseils, surtout en préparation mentale, parce que je sais que c'est un sujet que t'aimes bien, que t'abordes dans tes épisodes, et parfois t'as pas forcément le temps de creuser certains sujets, et je sais que t'es une mine d'or d'informations par rapport à ça. Donc je me disais que ce serait intéressant qu'on en parle pour l'audience d'Extraterriens. Eh ben, écoute, on va essayer de... Plutôt que donner des conseils, parce que je suis pas un professionnel pour le faire, tu vois, essayer de juste partager ma vision, partager ce que je fais, et ce qui a marché pour moi, ce qui a pas marché pour moi, et après, voilà, je serais curieux de savoir, en tout cas, ce que les auditeurs et les auditrices font aussi pour prendre soin de leur cerveau et muscler leur confiance en eux. Voilà. Ça marche. T'es prêt? Allez, c'est parti. On est parti. Est-ce que... Comment t'abordes ta journée? Je me demande, est-ce que tu as des routines matinales, des rituels qui t'aident à préparer au mieux ta journée ou pas du tout? Ouais, j'en ai beaucoup. Et peut-être qu'on va dire un petit peu plus tard dans l'épisode pourquoi. Mais moi, j'ai besoin que le matin, ça soit le plus structuré possible parce que effectivement, je peux avoir des troubles de l'attention et qui vont accélérer si je sors un peu d'un contexte qui m'est familier, routinier. Alors, je vis très bien, hormis des fois où j'ai trop d'idées et j'ai beaucoup de mal à me concentrer, mais j'arrive quand même à faire des interviews et à mener tout ça à bien. Et donc, moi, j'ai besoin, pour que ma journée se passe bien, que j'arrive à être concentré, que j'arrive à avoir une attention et être très focus, j'ai besoin que ma journée, elle commence de façon un peu automatique. Donc moi, quand je me lève, les gens pensent littéralement que je suis un obsédé des habitudes, que je suis un maniaque, mais ça m'a sauvé la vie, ça me permet aussi de me construire des rituels hyper solides. La première chose que je fais quand je me lève, c'est que je bois un très grand verre d'eau. Souvent que j'ai rempli la veille au soir et qui est sur ma table de chevet, qui fait un demi-litre. Et je le bois quasiment tout de suite après mon réveil. Ça me force à me lever, ça réveille un peu mon estomac. Ensuite, je fonce sous la douche. Très souvent, je fais direct du froid. Voilà. Voilà, et c'est un moment qui est assez dur, qui est assez violent. Mais notamment pour les gens qui ont des troubles de l'attention, la douche froide, c'est un excellent moyen en fait de réguler son système de dopamine, donc qui est l'hormone du plaisir. Et donc commencer en fait la journée avec quelque chose de difficile, quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, en fait, ça renforce le cerveau
à faire d'autres tâches qui vont être difficiles dans la journée. Donc ça, je le fais et c'est vraiment un de mes moteurs, la douche froide, pour me créer du courage. Comme la douche froide, c'est très dur, qu'est-ce que je fais en plus? Je me répète des mantras. Donc tu vois, je me dis... je suis un athlète de haut niveau, je suis un très bon entrepreneur, je suis un bon vendeur, je suis un excellent intervieweur, je suis souriant, je suis de bons conseils, j'ai de l'enthousiasme. Enfin, je me répète beaucoup de phrases positives. Et c'est marrant là parce que vu que je suis pas sous la douche, je m'en souviens pas. Alors que dès que j'ouvre ma douche, non, là, ça devient automatique. Mes phrases me reviennent, tu vois. Donc mais si ça vous intéresse, je pourrais vous les noter. Ensuite, je sors de la douche, revers d'eau avec complément alimentaire. Et complément alimentaire, moi j'ai multivitamines, magnésium, oméga 3 et du collagène. Voilà. Et en ce moment, j'hésite à essayer tout ce qui est L-tyrosine. La L-tyrosine, c'est un acide aminé qui va notamment qui va aider les récepteurs de dopamine et les récepteurs de sérotonine. Donc il va aider à avoir un taux de dopamine et un taux de sérotonine plus élevé dans la journée de façon naturelle, puisque encore une fois, pour les troubles de l'attention, on peut avoir tendance à avoir des taux de dopamine assez bas. Voilà, je les prends chez NutriPure parce que déjà avant ça soit mes partenaires, je prenais toujours chez eux parce que j'ai énormément confiance en Christophe et en son équipe. Ils ont toujours fait des produits de très très bonne qualité et Christophe se complémente lui-même. Voilà, il incarne ce qu'il vend, donc ça j'aime beaucoup. Et c'est grâce au fait que je consomme leurs produits que j'ai réussi à bosser avec eux, tu vois. Donc faut quand même le préciser, de dire dans quel ordre les choses se sont faites. Voilà. Et puis c'est les laboratoires français, c'est important pour moi. Ensuite, j'enchaîne avec méditation. Méditation où là, j'alterne. Soit je fais méditation sans rien, ce qui est très dur. Mais je prends de plus en plus de plaisir à le faire. C'est un vrai exercice. Et là, encore une fois, ça aide à vraiment se concentrer. Et soit j'alterne avec un peu comme pour la douche froide, des affirmations positives que je prends chez Gaia Méditation, que vous pouvez trouver sur Spotify, je crois, ou sur YouTube. Et ils ont des petites playlists de 10 minutes. C'est pas trop adapté au sport. Et tu vois, je digresse un tout petit peu, mais ça permet... Enfin, j'aimerais bien lancer des playlists de méditation adaptées au sport. Parce que, tu vois, les affirmations positives qu'on peut trouver, tu vois, c'est un peu... je suis joyeux, je suis serein, je fais rayonner de l'amour autour de moi. Mais quand t'es athlète ou quand t'es entrepreneur, performeur, t'aurais peut-être envie d'avoir des affirmations positives plus en lien. Donc c'est pour ça que j'ai fait. Ensuite, si je peux, câlin, bien sûr, c'est hyper important. 20 secondes. C'est comme ça que la sérotonine commence à se produire. Et là, l'autre hormone, c'est là... à chaque fois j'oublie celle-ci, bon c'est pas grave, mais l'autre hormone du câlin, l'ocytocine, pardon, voilà, l'hormone du bonheur, c'est 20 secondes de câlin, donc j'essaye de faire, et soit je le fais chez moi, soit je le fais en arrivant au bureau, mais j'ai 20 minutes d'écriture. J'en ai parlé dans ma toute première newsletter, là, 1% performance, ça a beaucoup plu. J'ai un framework d'écriture très structuré qui s'appelle LMFAO. Exactement. Et LMFAO, donc L, c'est écriture libre. Donc souvent je prends un sujet, mais ça peut être aussi comment je me sens. Dans les sujets, d'ailleurs aussi dans la newsletter, je recommande, j'ai 200 sujets que je propose où je pose des questions. Donc ça, je le fais 10 minutes. Et ensuite, je fais 3 points sur merci. Donc tu vois, merci à Maëlys d'avoir fait cette interview et d'organiser cet épisode, par exemple. Donc développer la gratitude, c'est hyper important. Ensuite, les fiertés, me rappeler la veille ce dont quoi je suis fier. Les apprentissages, pareil, j'en note 3. Ça, c'est un exercice très dur parce que ça nécessite de transformer tes échecs en apprentissage. Et c'est un très bon effort pour le cerveau d'essayer de voir les côtés positifs
de choses sur lesquelles tu n'as pas réussi à atteindre l'objectif que tu t'étais fixé. Et aussi, ça me force à prendre du recul par rapport à une situation. Ça peut être, je sais pas, une négociation avec quelqu'un que j'ai loupé ou une interview, et ça me force à me dire, ok, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire et qu'est-ce que j'en ai appris en fait, comment je ressors de cet échec. Et O, c'est les 3 objectifs de la journée. Voilà. Et généralement, je rajoute le S qui est ma séance du jour. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai mon dernier truc, c'est que je fais mon tracking des habitudes de la veille. Donc j'ai un énorme fichier Excel. Je pense que ça sera le 2e épisode de ma newsletter sur le tracking des habitudes. J'ai un énorme fichier Excel qui, tiens, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse de l'épisode, où je note une vingtaine, je crois que j'ai 26 habitudes que je note. Donc je vais noter, donc c'est un cahier Excel, donc tout simplement, et je vais noter si j'ai couru, si j'ai fait plus de 10 000 pas, si j'ai pris un complément multivitaminé le matin, si j'ai fait mon câlin, si j'ai écrit ma page du jour, et je note aussi, je note plein d'habitudes comme ça, et ça me permet de les surveiller. Et ça a été hyper efficace au début, notamment pour prendre conscience de certains comportements que je voulais arrêter. Je voulais réduire la viande, donc tu vois, je notais dans mon carnet tous les jours où je mangeais de la viande. Et j'avais l'impression de manger de la viande que 1-2 fois par semaine. En fait, en réalité, j'en mangeais un jour sur 2, tu vois. Donc noter, c'était hyper important. Pareil pour l'alcool, je voulais le retirer. La méditation aussi, ça m'a permis de vraiment de le noter. Et ça, ce tracking des habitudes, c'est ultra intéressant parce que d'une, ça permet de voir la réalité en face, et de 2, en fait, ça devient une récompense. Méditer, c'est dur, prendre une douche froide, c'est dur. Mais moi, le petit moment où je suis sur mon fichier Excel et je me dis, ah tiens, j'ai pris une douche froide, ça me récompense, tu vois. Et je sais qu'on va parler un peu de motivation et des moments un peu plus difficiles, mais c'est tout bête. Moi, des fois, des petites tâches un peu idiotes, mais je pense à mon fichier Excel dans lequel je vais mettre une croix, et rien que ça me motive. Voilà. Donc j'étais un peu long, sur la routine matinale, mais c'est hyper important pour moi de commencer la journée à fond. Je recommande pas aux gens d'avoir une routine aussi structurée, sachant que moi je suis parti de loin, c'est-à-dire que d'abord j'ai mis un élément dans ma routine, et puis en fait à la suite de ça j'en ai ajouté d'autres, parce qu'il y a rien de plus efficace pour prendre une habitude que d'ajouter cette habitude à une habitude précédente. Typiquement, à chaque fois que je vais aux toilettes, je me lave les mains. C'est un enchaînement d'habitudes. On pourrait très bien faire la même chose avec, à chaque fois que je me brosse les dents, je médite 2 minutes, tu vois, par exemple. Et du coup, ça te permet en fait de rentrer dans des automatismes. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc pour tous les athlètes qui me demandent un peu comment je fais, comment je procède, généralement on essaie de trouver une habitude qui est déjà ancrée. Donc par exemple la douche, très facile à faire. Et ensuite de créer des automatismes avec qui viennent se déclencher après, quoi. Voilà. Ok. Une routine. T'es scotché là. Une routine hyper complète. Mais je me demande combien de temps ça te prend. Du coup, est-ce que tu as déjà essayé de voir à peu près la douche, tu vois, si je le fais, la douche, c'est 5 minutes. Je fais mes mantras un peu en même temps. Méditation, généralement je vais faire entre 7 et 12 minutes, ça dépend. Le câlin c'est 1 minute et l'écriture c'est 20 minutes. Donc effectivement c'est un moment assez long. Ce que j'ai quand même oublié de préciser, c'est que tous les moments où je suis avec mon fils, c'est plus compliqué. Je vais les faire à un autre moment de ma journée, notamment pendant sa sieste. J'ai encore la chance qu'il fasse encore des siestes, et du coup tout ce qui est méditation et écriture, je le fais à ce moment-là, et ça passe avant ma to-do list. Tu vois, c'est mes priorités pour que j'aille bien. Donc voilà, ça prend. Je pense que au début, si là, tu vois, t'essayes demain de faire exactement la même routine que moi, ça va te prendre énormément de temps, ça va être douloureux. Si tu vas vraiment step by step avec vraiment un planning d'objectifs, ok, première semaine, j'essaie de passer de la douche à la douche froide. Deuxième semaine, avec la douche froide, je rajoute les mantras. Troisième semaine, ok, je pose mes compléments directement à la sortie de ma douche, comme ça je peux pas les oublier. Quatrième semaine,
je fais juste 1 minute de méditation une fois que j'ai pris mes compléments. 5e, ok, je vais faire 3 minutes, tu vois, et tu progresses un peu comme ça. Et c'est ça la vraie méthode pour construire des habitudes solides, c'est d'y aller progressivement et de les faire s'enchaîner, en fait. Ouais. Mais je me demande du coup, les jours où, parce que je me doute qu'il y a des jours où quand tu arrives face à ta douche, t'as pas forcément envie de prendre forcément une douche froide. Comment t'abordes les jours où t'es un peu moins motivé, où c'est un peu plus compliqué? Comment tu les abordes? Moi, c'est vrai que j'ai mon petit hack. Vu que je commence ma série par la douche froide, je peux commencer par du chaud, si vraiment je le sens pas. Ça, c'est une chose. Et je me dis toujours, ok, c'est pas grave si tu loupes un événement, tu vois. Imagine, t'as un protocole. Imagine, t'as un protocole de course. Pour les athlètes de haut niveau, je le vois souvent, tu vois, ils ont un protocole où ils se disent, ok, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, ou un plan de course, ou un plan d'entraînement, ou une séance, tu vois. Imagine, t'arrives à une séance de préparation physique, tu loupes, tu dois faire des squats, des fentes, des burpees et du gainage. Bon, c'est pas parce que tu loupes les squats que tu vas louper les fentes, les burpees et le gainage. Donc moi, j'essaye toujours de me dire, ok, comment est-ce que je peux rattraper les wagons? Quel est Et là où je peux le rattraper les wagons, c'est souvent avec des trucs un peu faciles. Les compléments alimentaires, ça me coûte 0 énergie, 0 effort. Je suis content de les prendre, mais automatiquement, dans mon cerveau, je vais avoir le déclencheur qui va se relancer. Il y a une autre façon de faire. Alors, c'est plutôt dans ma journée, tu vois, quand je vais avoir des manques de motivation. Moi, je me suis fait un mood board du succès. Et franchement, ça, je recommande beaucoup de gens de le faire parce que pendant très longtemps, j'avais écrit ma vie rêvée sur papier. Et c'était très bien, tu vois. Et je regardais ce que je voulais un peu de temps en temps quand je perdais un peu le fil. Et là, je l'ai passé en visuel. Donc, j'ai mis des photos. Et dedans, j'ai mis mes rôles modèles, j'ai mis la vue que j'aimerais avoir, j'ai mis des photos de maisons que j'aime bien et dans lesquelles j'aimerais bien habiter. J'ai mis des mots aussi qui me reviennent. J'ai mis des trucs un peu bêtes, tu vois. Je me suis mis une photo d'une Tesla, tu vois, parce que j'aimerais bien conduire une Tesla, en avoir une à moi. J'ai mis des choses un peu simples. Et ça vraiment, ça me remotive et je sais pourquoi je le fais, en fait. Ce mood board du succès, ça représente ce que j'ai envie de devenir, ce que j'ai envie d'atteindre. Et après, mon dernier truc, c'est que souvent, quand je me fais ma to-do list du matin, quand je sens que je suis un peu moins en forme, je me fais la règle du only one thing, tu vois, uniquement une tâche. Et je me dis, ok, c'est quoi la seule chose que je dois bien réussir aujourd'hui? Si ça avait été aujourd'hui, j'aurais peut-être mis ce podcast, tu vois, par exemple, parce que je sais que c'est un moment important pour moi qui va impacter, sur lequel on va toucher des auditeurs. Et ça, les jours où ça va pas, ça permet de pas être boulimique de travail, de se détacher un peu et de se concentrer vraiment sur ce qui est le plus important. Et du coup, ça met le cerveau en fait en mode focus. Là aussi, pour les gens qui ont un peu des fois des soucis d'hyperactivité, parce que moi, l'attention, c'est lié avec de l'hyperactivité, ça met mon énergie d'hyperactif sur uniquement une chose. Et du coup, ça va me canaliser, tu vois, et m'assainir un peu sur le reste, tu vois. Ouais. Voilà. Et une dernière astuce que j'ai aussi, c'est de me dire, je décompose vraiment la journée en 3 parties. Pour moi, il y a le matin, jusqu'à 13h, tu vois. Enfin, ou le matin. Ensuite, pour moi, il y a de midi jusqu'à 18h. Et ensuite, de 18h jusqu'à 23h. Et j'essaye de me rappeler souvent que c'est pas parce que tu loupes ta matinée que tu peux louper les 2 autres parties de ta journée. Et souvent, j'essaie d'organiser un peu mes journées où le matin, je vais avoir certaines tâches, plutôt, tu vois. Ensuite, l'après-midi, différente. Ensuite, coupure. Et ensuite, le soir, encore différent. Et c'est bête, hein, mais on le fait un peu naturellement, tu vois. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils vont se dire, ok, je me fixe pas de rendez-vous le matin, je vais faire que de ce qu'on appelle du deep work. Et le soir, tu te reposes. Tu vois, j'essaye un peu de le voir comme ça, tu vois. Comment est-ce que je peux avoir du kiff dans ces 3 parties et comment je peux être productif sur ces 3 parties-là?
Tu as parlé du fait que tu avais un trouble de l'attention et je pense que ce serait intéressant de juste y revenir quelques instants parce que du coup, tu parles du fait de décomposer sa journée, de comment tu fais pour être motivé, mais je me dis comment tu fais pour rester concentré quand tu as un trouble de l'attention et que tu sais que là, pendant un certain temps, il faut que tu fournisses tel travail ou il faut que tu fasses ça ou il faut que tu fasses ton podcast, justement, tu le disais. Quels sont tes petits hacks pour rester motivé et très concentré? Écoute, c'est un vrai challenge. Je sais que je suis pas la meilleure personne pour en parler parce que je suis encore en train de travailler dessus. Effectivement, depuis que je me suis fait diagnostiquer le trouble de l'attention et d'hyperactivité, je fais de plus en plus attention à ça et j'essaie de progresser en fait. Et je réalise ça. Donc, et je tiens à préciser aussi, il y a beaucoup de TDAH qui sont traités, qui sont sous Ritaline. Alors la Ritaline, c'est la molécule générique, c'est le méthylphénidate. Et pour que les gens comprennent, c'est quand même un dérivé des amphétamines. Donc c'est pas le médicament n'est pas du tout addictif, mais sur le cerveau, ça va directement sur les neurotransmetteurs. Donc ça joue directement sur le cerveau. Le méthylphénidate, ça ressemble aussi pas mal à ce qu'on fournit aux antidépresseurs, enfin aux gens qui sont en dépression. Ça ressemble beaucoup, mais il y a pas d'addiction et c'est un peu moins stimulant. Mais ça reste un neurostimulant. Moi, j'en prends pas encore. J'hésite à faire ce choix-là parce que c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit que ça leur a fait beaucoup de bien en fait. Ça permet d'être très concentré. Moi, en attendant, comment je fais? Déjà, j'essaye au maximum de supprimer tout ce qui est mes perturbateurs. Les perturbateurs, c'est mon téléphone. Donc souvent, je le cache. Là, d'ailleurs, je le vois pas ou je le mets souvent derrière mon ordinateur pour travailler. Je mets souvent, quasiment tout le temps, en mode ne pas déranger. Et ce que j'ai besoin, c'est dès que je perds le fil, j'éteins tout sur mon ordi. Je ferme tous les onglets et tout, parce que je peux avoir les tendances à laisser tout ouvert. Et donc, avoir juste une tâche, ça m'aide vraiment bien. Et j'ai aussi beaucoup utilisé les musiques un peu de focus, du piano. Mais ça, quand j'ai beaucoup d'énergie, ça me joue plus des tours qu'autre chose. Donc voilà un petit peu ce que je suis en train de mettre en place. Si jamais je fais un appel aux auditeurs. Si jamais il y en a qui ont des petites astuces, je suis aussi preneur de leurs recos. Tout ce que tu dis là, notamment sur le fait de rester concentré une tâche par une tâche, tu l'as dit au début, Only One Things, ou toutes tes routines, etc. Tout ça, ça me fait penser à 2 livres, The One Things et L'effet cumulé, dont tu m'as beaucoup parlé. Ce qui m'amène à me demander, est-ce que tu as des livres de préparation mentale à recommander, que tu as lus? Est-ce que tu as des livres qui t'ont inspiré pour créer ces routines-là ou pour comprendre comment rester concentré et motivé? Ouais, les 2 bouquins un peu sur les sujets vraiment de la motivation et de la création d'habitudes. D'ailleurs, je pense que la motivation, en fait, c'est un mythe. Ce qui compte, c'est uniquement de créer des automatismes, parce que plus c'est automatique, plus ça devient facile. Et il n'y a plus besoin d'être motivé. Tu vois, j'aime bien faire l'analogie de dire que même les plus gros champions, tu les mets dans une pièce avec des gens drogués qui mangent de la merde, qui boivent de l'alcool, qui dorment trop mal et tout. Je mets ma main à parier que, tu vois, après quelques mois, quelques années, il y a une grosse influence sur leur comportement. Donc, ce qui compte, c'est de créer son environnement et de créer un environnement dans lequel tout devient automatique et tout devient facile. Et ça, c'est important. Ça, je l'ai découvert dans Atomic Habits, que j'ai relu plusieurs fois. C'est vraiment le meilleur livre sur la création d'habitudes, sur l'excellence, sur comment est-ce que, en implémentant des mini-choses dans son quotidien, en faisant des micro-changements, comment est-ce qu'on peut faire des choses hors normes et exceptionnelles. Il y a beaucoup d'exemples dans le livre. Et donc là, ouais, on pourrait faire un épisode entier sur la création d'habitudes. Je suis devenu un expert, mais grosso modo, une habitude, elle commence par ce qu'on appelle un déclencheur. Donc, soit on supprime les déclencheurs pour les habitudes dont on veut séparer, soit on en ajoute. Et ensuite, il faut la satisfaction, le plaisir, la gratitude, et ensuite la boucle de rétroaction. Donc, je vais en reparler dans ma newsletter. Je vais vraiment faire des newsletters qui sont dédiés à ça. Donc, Atomic Habits, un rien peut tout changer en français. Si vous avez envie de le lire, je vous le recommande, faites-le. Sinon, je vais vous faire plein de contenu dessus dans la newsletter, et puis on fera sûrement aussi des épisodes nous et sur Instagram. L'effet cumulé de Dario
Renardi. Là, ça, sur l'écriture, sur le tracking, le suivi, ça c'était hyper important. Et après, en termes de préparation mentale, mon ami Pierre David, franchement, sur la dépolarisation, c'est vraiment un bouquin pratique. Faut l'appliquer, la méthode de la dépolarisation, et faut la refaire souvent. En fait, c'est ça qui est un peu, qui est aussi particulier. Tu connais un peu cette méthode, je crois, Maëlys. Je serais curieux d'avoir ton avis juste après. Et après, j'ai beaucoup aimé le bouquin de Jonathan Bell-Legroux sur l'auto-hypnose et la performance sportive, parce que il démystifie, je trouve, sans oser le dire, la capacité à rentrer dans le flow. Et beaucoup d'athlètes ou beaucoup de performeurs veulent le flow, et l'hypnose permet d'atteindre l'auto-hypnose permet de rentrer dans le flow par soi-même. Donc et d'ailleurs, il y a une étude qui a été prouvée, qui vient d'un autre podcast de Andrew Huberman, qui est un énorme neuroscientifique, chercheur, et qui s'est reconverti en podcasteur et qui interviewe des hyper bons sachants sur le cerveau notamment. Et ben apparemment, si vous avez à côté de votre bureau, que vous avez un objet, vous le regardez avec insistance sans lâcher du regard pendant 90 secondes, et qu'ensuite vous vous mettez juste à côté après à travailler, vous allez rentrer en fait dans un état de flow de concentration. Et ça, Jonathan en parle un peu, de rentrer dans le flow via une certaine forme d'auto-hypnose. En fait, quand tu vas fixer un objet pendant 1 minute, tu rentres en auto-hypnose. Au bout d'un moment, tu vois plus trop ce qui se passe autour, ça se floute, t'entends moins. Et ça, c'est de l'auto-hypnose. Et donc ça permet de rentrer dans le flow et d'être plus concentré. Tu l'as déjà expérimenté ou pas ? Ouais. Et ça, le truc de regarder un objet, là, je commence à le faire. Ok. Ouais, je commence à le faire. Et tu vois vraiment un switch qui se passe dans ton cerveau, ta concentration Ouais, je vois qu'il se passe quelque chose. Par contre, ça nécessite d'avoir des bonnes bases, et c'est-à-dire d'avoir un environnement clean, sans les notifs, sans les petites taches rouges, avec juste un truc devant moi, tu vois. Ok, j'essaierai, hyper intéressant. Et tu as parlé de la dépolarisation et de Pierre David. Ouais. Pour suivre un peu les coachings qu'ils font avec l'Académie de la Haute Performance et avoir lu le livre, est-ce que toi, tu as vu un changement quand tu as appliqué la technique de la dépolarisation ou pas du tout ? Parce que moi, je sais que ça a été extrêmement révélateur. Ça a fait des changements extrêmement rapides. Ouais, moi aussi, pareil, sur le regard des autres, à beaucoup d'égards, sur le rapport à l'humilité et l'arrogance, sur le rapport à la générosité aussi. Ça, c'est les 2 sujets de prédilection de Pierre David, mais il peut aussi la dépolarisation, elle marche avec toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir, et moi j'en avais notamment, tu vois, j'avais des croyances limitantes dû au fait que je peux avoir des troubles de l'attention, à me dire je vais pas être un bon entrepreneur parce que par moment je suis pas concentré en fait, et je vais réussir à être concentré que 4-5 heures dans ma journée, et les heures supplémentaires c'est des heures à parler, à créer du contenu, à interviewer, que les autres ne considèrent pas comme productifs. Et là, mes dépolarisations, elle m'a fait permettre de me rendre compte que j'étais quand même j'étais un excellent entrepreneur, et ça m'a supprimé cette croyance limitante qu'il fallait absolument être organisé, rationnel pour réussir. Voilà. Oui, parce que la technique de Pierre David, du coup, ça te permet de voir les bienfaits à être désorganisé, donc toi, être plus créatif, tu vois, l'imagination, ce genre de choses, par exemple. Et du coup, ça te permet de mettre ton focus aussi sur ce que tu veux pas voir et te dire, ok, en fait, ça me permet d'être aussi un bon entrepreneur, mais d'une autre manière. Ah ouais, exactement. Et ça marche avec toutes les croyances. Je les recommande avec plein d'entrepreneurs. Là, tu vois, j'y pense. J'ai discuté avec une fille qui s'appelait Julia, et en fait, elle s'était engagée avec une maison d'édition pour écrire un livre. Et là, trop de travail, trop de trucs. Elle se sentait pas prête, en fait, tu vois. Et je lui ai dit, ok, tu prends une feuille et tu vas noter tous les avantages à ne pas écrire ton livre et à dire non. Tous les avantages pour les autres aussi, les avantages pour toi, les avantages pour les autres, et ensuite les désavantages à écrire un livre et les désavantages pour les autres. Et elle a fait l'exo, et elle m'a envoyé un message le soir même en me disant waouh, juste avec une feuille de papier, je me suis rendu compte à quel point c'était puissant. Donc
si vous connaissez pas la dépolarisation, achetez le bouquin de Pierre David, regardez les contenus qu'il a fait dessus. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'avoir des changements drastiques, des changements, pas drastiques, des changements importants, rapidement, il y a plein d'athlètes qui sont allés le voir, Johan Koval, Caroline Colombo, Sarah Balzer, et ils sont tous ressortis avec des résultats exceptionnels. Ouais. Juste le fait de décrire les inconvénients de ton objectif, c'est déjà fou. Parce que du coup, tu te focuses sur en quoi ça serait un inconvénient que je réussisse, en quoi ce serait un inconvénient que je sois champion ou que je sois le premier. Et là, tu vois les inconvénients et tu dis, ok, bon, bah finalement, si je l'ai pas, c'est pas grave. Tu retrouves d'autres bénéfices à ne pas l'avoir. Donc, c'est hyper puissant. Ouais. Ça m'amène à me demander, donc là, on parle de Pierre David et des conseils, mais est-ce que tu as d'autres conseils qui te viennent en tête de préparation mentale que tu as reçus et qui t'ont influencé? Il y en a eu beaucoup. Effectivement, je pense que le premier, bon, je vais me répéter, mais c'est vraiment de se concentrer sur ses habitudes et les petits changements du quotidien qu'on peut faire pour essayer de pas se concentrer sur les résultats et de se concentrer vraiment sur la personne qu'on est en train de devenir et les petites habitudes qu'on est en train de créer. Ça, c'est très important. La deuxième chose qu'on m'a dit, et ça a beaucoup résonné en moi, c'est quand tu as de fortes ambitions ou quand tu rêves d'un résultat très élevé, la première action à faire, c'est déjà d'y croire. Et ça, pour moi, ça m'a beaucoup inspiré parce que souvent, ça m'arrivait, enfin, non, je dis souvent, c'est pas vrai, mais ça m'est arrivé de lancer des projets en n'y croyant qu'à moitié ou en visualisant le truc qu'à moitié. Et là, maintenant, je me dis... ok, si je lance un projet, est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que ça me fait vibrer? Et ça change tout, quoi. Je suis beaucoup plus dans l'instant présent et dans l'engagement de ce que je fais. T'as dû le voir, tu vois, quand on lance un projet, on essaie de le faire un peu à fond et on essaie de le faire bien. Et puis et ça a beaucoup, ça résonne beaucoup en moi, quoi. Ouais, c'est vrai que souvent tu répètes allez, on y croit, etc. Mais comment tu fais quand il y a des moments de doute ou d'incertitude? Comment tu les surmontes? Ça aussi, c'est un très bon conseil qu'on m'a donné. Ça fait partie du process d'apprentissage. On peut pas atteindre de grandes ambitions, on peut pas atteindre de grands sommets sans des moments difficiles. Ça n'existe pas. Et en fait, ces moments qu'on peut interpréter comme difficiles, ils font partie de l'aventure. Et peu importe qu'on veuille devenir champion olympique, entrepreneur, terminer un marathon, se lancer dans un nouveau sport, on interprète toujours des choses comme étant très difficiles, comme étant dures. La seule chose qui change, c'est notre réaction. Comment est-ce qu'on y fait face? Et une très bonne chose à se rappeler, c'est que ça fait partie de l'évolution. C'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir des ralentissements dans son apprentissage, c'est normal d'avoir des coups durs en tant qu'athlète. Et moi, j'aime beaucoup me rassurer en me disant mais en fait, ça fait partie du process. Là, je suis en train d'apprendre. Là, c'est dur, mais dans 2 mois, je vais en ressortir grandi et je vais apprendre plein de choses. Dans le premier épisode, tu me disais qu'est-ce qui avait été dur avec Extraterrien. Là, ces 6 derniers mois, on a eu un moment où on était un peu short en cash et là, j'en suis sorti, tu vois. Déjà, ça m'a remis un énorme coup de motivation et pour sortir de ça. Et là, j'en suis sorti et je me suis dit, waouh, en fait, c'était pas si dur. Il y a eu des moments pas drôles, tu vois. Quand tu vas avoir un talent et que tu lui dis qu'on doit faire une pause dans la collaboration, c'est pas facile. Mais ça fait partie du process, voilà. Et quand tu as ces moments comme ça un peu durs dans le process, comment tu te déconnectes? Comment tu fais pour te ressourcer? Parce que j'imagine que ça doit être ultra prenant et que tu dois y penser souvent. Je me mets des grosses cartouches au sport. On va courir, on va voir les potes. Ça, c'est hyper important. Et de plus en plus, le carnet devient important, où je peux me livrer et raconter, et me forcer à avoir cette démarche de ok, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre, qu'est-ce que je suis en train de ressentir, qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon corps, quels sont les éléments que je maîtrise, quels sont ceux que je maîtrise pas. Et donc l'écriture me sert beaucoup et je fais de plus en plus des tâches un peu d'introverti. Pendant longtemps, j'avais un petit peu peur d'être seul. En fait, j'alternais des périodes d'extraversion et d'introversion.
Et maintenant, je prends plaisir à faire de l'introversion. Parce qu'avant, mon introversion n'était pas très productive. Enfin, elle était... Mon introversion, c'était soit du boulot, soit de l'apprentissage. Il n'y avait pas du loisir, en fait. Je savais pas m'amuser tout seul. Vraiment, c'était un truc de fou. Et donc là, je commence à faire des petits trucs, tu vois, à peindre, à faire des puzzles. La lecture, c'est quand même quelque chose qui me stimule beaucoup. J'aime bien, sinon, des petits exercices de développement personnel, mais un peu plus doux. Tu vois, le mood board du succès, c'est sympa, tu vois, d'aller chercher des petites photos un peu à droite à gauche. Ça, c'est des choses qui me font déconnecter. Et après, il y a un gros truc aussi qui a beaucoup aidé. Qui m'a beaucoup aidé quand j'allais pas bien. C'est il y a 1 an et demi, j'ai commencé à faire de l'impro. Et ça m'a transformé, quoi. En fait, des cours d'improvisation théâtrale. Et ça te force à embrasser l'échec, à ne plus avoir peur de prendre la parole en public, à tester le ridicule, à explorer des personnalités. Et si vous êtes sages, les auditeurs d'Extraterriens, je vous inviterai à un match d'impro, ça vaut vraiment le détour. Pour la première fois, ça fait 1 an et demi que j'en fais, c'est la première fois que j'invite des amis, donc je suis encore un peu discret, mais on a gagné, pour info, la compète qu'on a fait l'année dernière et tout, en jouant au Jamel Comedy Club. Et je me retrouve plutôt bien. En plus, il y a un coach dans les équipes. Ouais. Donc, j'aime bien prendre ce rôle un peu de coach et de rassembler l'équipe, quoi. Ouais, finalement, c'est des moments où tu lâches prise un peu quand tu peins, quand tu peux faire t'écris, tu peux dessiner, tu fais de l'impro. C'est un moment où tu lâches tout et ton cerveau, il déconnecte. Tu vois, c'est des choses que tu fais quand t'es enfant, qu'on s'en rend pas compte. Ouais. Et tu vois, ça te permet de reconnecter aussi à cette part-là, finalement. Ouais, exactement. L'enfant intérieur. Ouais, c'est vrai. Et j'imagine que ça doit aussi développer ta créativité. Est-ce que tu as des techniques qui boostent encore, autres que celle-là, pour booster ta créativité ? Je vais être chiant, hein, mais l'écriture, ça a été hyper intéressant. J'ai beaucoup découvert le pouvoir du mood board aussi ces derniers temps, et notamment de Pinterest, tu vois, de se faire des petits tableaux avec des choses qui visuellement nous inspirent, nous donnent envie. Ça permet de se projeter. Ça, c'est hyper intéressant. Et là, je fais beaucoup un exercice d'ailleurs que je te fais faire, qui s'appelle l'œil analytique de Maud Alavès, qui est une conseillère en personal branding, et dans lequel en fait elle explique à observer les choses pour essayer de comprendre ce qu'on aime dans ces choses-là. Alors elle le fait sur de la communication, effectivement, mais on peut le faire sur beaucoup d'autres choses. Et ça développe beaucoup ma créativité, tu vois, d'essayer de, par exemple, regarder Squeezie et me dire, ok, quels sont les attributs que je lui donne. Ok, Squeezie, il est bavard, il est drôle, c'est un énorme bosseur, et c'est, je sais pas, une autre trait de qualité qu'on lui dit, mais déjà 3 c'est bien. Et ensuite d'essayer de me dire, pour chacune de ces qualités, qu'est-ce qui me fait penser ça, et d'aller chercher. Et ça développe beaucoup ma créativité, parce que c'est ce qu'on appelle de la rétro-créativité, en fait. Tu vois, d'aller chercher dans le sens inverse. Donc, si ça vous intéresse, Maud Alavès, l'œil analytique, c'est vraiment intéressant. Et un autre truc que je fais, c'est que j'ai arrêté de regarder mes concurrents aussi. D'ailleurs, je me suis désabonné sur les réseaux sociaux de la grande majorité d'entre eux, et j'essaye plutôt de me concentrer sur sur de la nouveauté, en fait, d'aller chercher des sources d'inspiration ailleurs, là où les autres vont pas chercher de la source d'inspiration. Ouais. Et tu vois, et souvent il y a pas mal de jeunes podcasteurs qui me contactent et qui me disent oui, tiens, est-ce que tu peux me donner des conseils, est-ce qu'on pourrait discuter? Alors bon, déjà maintenant j'ai plus le temps, et du coup je les redirige vers ma formation, qui est selon moi une des meilleures formations en ligne pour apprendre à faire un podcast, et là même la meilleure. Franchement, on a plié le game. Elle est complète, on aborde ça dans tous les sens, avec pour tous les profils, ça correspond à tout le monde. Et en fait, ce que je vais dire à ces créateurs, c'est de pas me regarder moi, en fait, de pas écouter mes conseils, et plutôt d'aller chercher des conseils de gens qui sont pas dans le sport ou pas dans le monde du podcast, tu vois, parce que ça permet d'ouvrir ses chakras.
Ouais, c'est souvent même un conseil que tu nous donnes à nous quand on te demande des petits conseils pour écrire. Tu nous dis souvent regardez ce qui se fait, mais dans un autre domaine que le vôtre, pour vraiment pouvoir vous inspirer. Et ça me fait penser à une phrase que Pierre David il a dit quand j'avais été le voir et que j'avais dit bon bah voilà, je souffre du syndrome de l'imposteur, etc. Il m'avait dit tu sais moi je regarde jamais mes concurrents. Et ça je m'étais dit waouh, ok. Et il m'avait dit parce que, et je trouvais cette phrase, à ce moment-là, elle a résonné en moi à un instant T. Il a dit ouais, parce que regarder ses concurrents, c'est le meilleur moyen de se perdre. Parce que qu'est-ce qui fait que les gens vont te regarder toi ? C'est parce que tu es authentique et tu as ta personnalité. Et le meilleur moyen de te perdre et de perdre cette petite flamme qui fait la différence, c'est de regarder les autres parce que tu vas chercher à copier et tu vas t'inspirer de leur énergie qui n'est pas la tienne et ça va résonner faux. Je m'étais dit ah ouais. Et du coup, c'est vrai que quand tu m'avais reconseillé d'arrêter de regarder mes concurrents, ça avait changer pas mal de choses. Ouais. Je trouve pour les réseaux sociaux, ça marche vraiment bien ce conseil-là. Après, dans le sport, c'est intéressant, je trouve, des fois de copier des habitudes ou de copier des façons de faire. Il y a plein de cas d'athlètes de haut niveau qui sont mis à copier un champion qui était supérieur à eux et ils sont devenus meilleurs que la personne qui copiait. Et d'ailleurs, même pour les gens qui se lancent sur les réseaux, copier, c'est une très très bonne chose parce que ça permet d'avoir un puissant fond de créativité. Mais chez Extraterrien, on est arrivé au niveau où maintenant où c'est nous qu'on copie en fait. Donc où est-ce qu'on va aller chercher de l'info c'est en étant créatif, en cherchant des nouveautés et en regardant ce qui se fait ailleurs. C'est complètement. Tu as parlé d'athlètes de haut niveau et du fait que parfois, copier, c'était bien et ça leur permettait de dépasser leurs concurrents, et tout à fait, même juste en implémentant leurs habitudes. Est-ce que toi, au fur et à mesure des interviews que tu as fait, est-ce que la rencontre avec certains athlètes, elle a influencé ta vision de la préparation mentale ? Ouais, déjà ça m'a fait me rendre compte à quel point la prépa mentale était importante. Parce que beaucoup d'athlètes qui ont découvert la préparation mentale ces 5 dernières années ont vraiment passé un cap, tu vois, ont passé un palier dans leur tête, et notamment, tu vois, en étant plus heureux, plus épanouis, parce que je dirais pas qu'ils sont plus heureux, plus épanouis que les athlètes d'avant, mais je pense que le rôle d'athlète aujourd'hui, il est beaucoup plus compliqué qu'il l'était avant, parce que les réseaux sociaux, parce que les sponsors, l'image et tout, parce que le niveau aussi a fortement augmenté, hein. Tu faisais du triathlon il y a 30 ans, il y avait 3-4 mecs qui pouvaient être sur la boîte potentiellement. Là, au prochain jeu, ils sont au moins 15. Il y a 15 gars qui peuvent monter sur le podium. Donc, il y a beaucoup plus de pression qu'il y en avait avant. Ça devient beaucoup plus exigeant. Et effectivement, moi, c'est ce que ça m'apporte aussi un peu le côté de rencontrer des athlètes de haut niveau, c'est de voir un peu ce degré d'exigence qu'on peut avoir avec soi-même. Et ça m'a fait me rendre compte aussi, si demain j'ai le choix entre entraîner mon cerveau ou entraîner mes muscles, enfin mon corps, je pense que je choisis mon cerveau, quoi. Très souvent. Ouais. Parce que ça... C'est la base, en fait, c'est la base de tout, quoi. C'est la base de la performance, c'est de vouloir performer et d'avoir envie de performer. Si t'as pas l'envie et si tu veux pas et si tu sais pas comment performer, tu peux pas y arriver. Donc, à quoi ça sert d'entraîner un corps si toi-même t'y crois même pas, tu vois. Donc, moi j'aime bien me rappeler ça. Et ça, vraiment tous les athlètes, ils ont un peu, ils ont cette détermination d'y croire, quoi. Ouais. Au fond d'eux, il y a une petite flamme qui leur indique qu'ils vont y arriver. Oui, puis plus tu y crois, plus tu peux décupler aussi tes capacités physiques, parce que tu te sens capable d'y arriver. Enfin, je pense que les deux sont liés. Ouais, c'est sûr. Ouais, je pense qu'en répétant des mantras hyper positifs, du type « je vais être champion olympique », si tu te les répètes tous les jours, 1 heure par jour, devant ta glace, c'est énorme. Hein. Allez, on va dire juste 10 minutes. Je pense que ouais, tu as des pics de dopamine et de shoots d'hormones qui te rendent plus performant à l'entraînement, qui te drive, tu vois. Je pense que j'en suis même convaincu, ça augmente tes chances, quoi. Mais il y a un exercice qui est trop bien. Alors, on l'a beaucoup cité, mais Pierre David, il en parle. C'est, tu vois, tu visualises un moment où tu as fait preuve de détermination,
ce soit un objectif sportif ou un objectif entrepreneurial ou autre, tu le visualises, donc tu revois ce moment-là, tu agrandis l'image et tu sais, tu ressens les émotions et après tu dois faire la même chose en imaginant ton objectif futur, par exemple être champion, avoir tant d'écoute ou ceci, cela, et en fait ça te force à ressentir l'émotion et c'est quand tu le fais vraiment sérieusement, ça prend 2 minutes, 5 minutes si tu veux, et tu ressens l'énergie qui tourne autour de toi et après ça, c'est un truc de fou, mais tu te sens vraiment un regain d'énergie et de motivation et tu te dis ok, je vais y arriver. Et tu le ressens vraiment. Et donc, juste le fait de visualiser un moment où tu as été déterminé et après, avec ton objectif, tu fais la liaison entre les deux et voilà. Exactement. Il y a une connexion qui se fait. Ouais. Qui se fait. Je pense qu'on peut aller à la petite question de fin. Ouais. Quelle est l'expérience où ta préparation mentale, elle a joué un rôle clé? Il y en a eu beaucoup cette année. Je pense qu'il y a eu Cette année, j'ai eu des appels très importants, notamment avec des potentiels partenaires. Et juste avant qui commence, en fait, je me suis posé et j'ai essayé de les visualiser. J'ai essayé de me projeter dans ces appels et pour être la meilleure version de moi-même. Et vraiment, ça a payé. De me dire, OK, quelle posture j'ai envie d'avoir, quelle énergie j'ai envie de dégager, qu'est-ce que j'ai envie de dire. Et d'essayer de me projeter un maximum et vraiment de visualiser des appels commerciaux quand même, c'est assez drôle. Et ça a très bien marché parce que souvent ça a signé. Je dirais que c'est pas un événement clé, mais là cette année j'ai quand même appris beaucoup à me détacher du regard des autres. Et ça, je vois que ça me permet d'oser plus, tu vois. Et ça a des conséquences très vertueuses d'être qui je suis, d'assumer mes qualités, mes défauts, et de pas pas tenir compte du regard de ceux qui ne comptent pas pour moi, quoi. Ça c'est et ça permet d'être audacieux, ouais. Ça c'est clair. Je pense que on peut s'arrêter sur ces jolis mots et cette recommandation d'oser être soi finalement. Et ok. Bah écoute, merci Maëlys, c'était très cool. J'ai bien aimé les questions. Dites-nous d'ailleurs si ça vous a plu dans les commentaires sur Spotify ou sur YouTube, ça nous ferait super plaisir. Ou sinon envoyez-nous un petit message sur Instagram, on les recevra et on aura à cœur de vous lire. Voilà. Et puis s'il y a des choses qui vous ont intéressé dans l'épisode, on va mettre tout dans la description, les petits outils. Donc voilà, merci pour tout, Maëlys. Merci Bart. Ciao, ciao. Salut.